Nous revoilà sur la scène du Palais des Congrès à Saint-Raphaël pour la dernière session, la dernière conférence de cette première partie de la 3e édition des Rencontres de l'avenir 2021. Luc Ferry qui est présent à chaque édition et qui conclut d'ailleurs une journée à chaque édition, nous fait encore l'amitié d'être avec nous pour une conférence ce soir sur l'avenir de l'économie et de l'environnement. La question qui est posée est la suivante. Le capitalisme est-il compatible avec l'écologie? J'espère que oui, très honnêtement, mais enfin bon, on en a quand même parlé 4 fois par jour depuis 10 ans, donc je pense qu'on arrive à peu près aux mêmes conclusions, mais je ne sais pas ce que tu vas dévoiler ce soir. Je sais que tu sors un livre sur ce sujet dans quelques jours, dans quelques semaines, et donc je vais boire tes paroles comme d'habitude. Merci à toi. Tu es adorable. Merci mon ami, c'est très gentil. Et merci à vous. Merci monsieur le maire d'avoir la gentillesse de m'inviter chaque année. C'est un bonheur de revenir ici. Juste un petit mot personnel, mais en vérité personnel. Quand j'ai publié en 92 un livre sur l'écologie qui s'appelait « Le Nouvel Ordre écologique », j'avais été invité par Jean-Marie Cavada dans une émission qui était très populaire à l'époque, qui s'appelait La Marche du siècle, qui a disparu évidemment depuis. Et Jean-Marie m'avait opposé deux militants écolos, Antoine Wechter, qui était le patron des Verts à l'époque, et Susan George, qui était la patronne d'une américaine, sympathique d'ailleurs, et qui était la patronne de Greenpeace. Et à l'époque, c'était intéressant, il y avait deux grands courants dans l'écologie politique. Il y avait les réformistes d'un côté et les révolutionnaires de l'autre. En Allemagne, on appelait ça les Fundi pour les révolutionnaires, les fondamentalistes, et puis les Réalos pour les réformistes, en gros, qui étaient des sociodémocrates. Aux États-Unis, au Canada, on disait Deep Ecology, l'écologie profonde, l'écologie révolutionnaire, fondamentaliste, et puis on disait Shallow Ecology pour l'écologie réformiste et superficielle, si je puis dire. En France, c'était l'opposition entre Wechter, les Verts, et Génération Écologie, qui était dirigée par Brice Lalonde. On avait en gros des réformistes sociodémocrates et puis des révolutionnaires anticapitalistes déjà, qui étaient chez les Verts. Et dans cette émission, c'est intéressant parce que, comment dire, Antoine Wechter et Susan George m'ont apporté deux métaphores, deux allégories, si je puis dire, qui indiquaient vraiment parfaitement, de manière extrêmement profonde, l'opposition entre ces deux courants réformistes et révolutionnaires de l'écologie politique des années 90 encore. Antoine Wechter m'avait dit quand la baignoire déborde, les imbéciles mettent des serpillières autour de la baignoire, ça visait Génération Écologie et Brice Lalonde, les réformistes, les gens intelligents ferment le robinet. C'était évidemment une métaphore de la croissance zéro, le fameux rapport Meadows de 1972-14. Et puis, Susan George était arrivée après lui, et elle m'avait donné une autre métaphore pour indiquer la différence entre les Fundi et les Réalos, entre les Deep et les Shallow. Elle avait dit, quand vous êtes sur l'autoroute et que vous voulez aller à Nice ou à Marseille, et que vous voyez en permanence marqué l'île Bruxelles, c'est que vous êtes dans la mauvaise direction. Il ne sert à rien de ralentir, il faut faire demi-tour. Magnifique métaphore du U-turn, comme elle disait dans sa langue, la révolution conservatrice. À l'époque, il y avait aussi un film, Danse avec les loups, qui faisait l'éloge de cette révolution conservatrice, de ce retour à ce que les Américains, les romantiques américains, appelaient la wilderness, c'est-à-dire l'état sauvage, où on voit les bisons, les Native Americans, comme on disait à l'époque, les Indiens, c'est-à-dire. Et donc, on avait ces deux courants de l'écologie politique. Aujourd'hui, les choses se sont compliquées considérablement. C'est pour ça que j'ai écrit un autre livre sur ces questions. Et il y a des courants extraordinairement intéressants dans l'écologie politique aujourd'hui, et c'est de cela que je vais vous parler. Mais avant d'en venir à ce courant qui m'intéresse le plus, qui s'appelle l'écomodernisme, et qui est représenté par un type que je trouve assez génial, qui s'appelle Michael Schellenberger, qui est un Américain d'origine allemande, et qui a publié, d'ailleurs si vous avez envie de le lire, ça vaut vraiment la peine, c'est assez grandiose, il a publié un manifeste éco-moderniste, ça fait une 50aine de pages, on peut trouver ça sur le net, dans toutes les langues d'ailleurs, il a écrit ça avec quelques amis scientifiques, c'est un vrai militant écolo, c'est un militant notamment sur la question du réchauffement climatique, mais c'est quelqu'un qui défend l'idée qu'une croissance infinie
est possible dans un monde fini. Autrement dit, il défend l'idée qu'il n'y a pas d'opposition entre le capitalisme et entre la logique de l'innovation décrite par Schumpeter ou par mon ami Nicolas Bouzou, de manière remarquable, et puis la question de l'environnement. Au contraire, les deux peuvent s'accorder, même remarquablement, et c'est la décroissance qui est impossible. La décroissance serait une catastrophe sur le plan écologique, pas simplement sur le plan humain ou sur le plan capitalistique ou sur le plan des pouvoirs d'achat, mais ce serait la pire catastrophe qu'on puisse imaginer sur le plan environnemental. Donc c'est une thèse extrêmement intéressante, et c'est évidemment de cette thèse que je voudrais d'abord et avant tout vous parler. Mais avant, je disais qu'il y a 7 courants de l'écologie politique aujourd'hui, et je vous les indique tous les 7, parce que quand on parle de l'écologie au singulier, ça n'a strictement aucun sens, c'est une absurdité. Entre parenthèses, si mon ami Xavier Bertrand était là, je le lui dirais les yeux dans les yeux. La droite est vraiment débile de ne pas adopter cet écomodernisme, parce que c'est au fond la seule possibilité de faire de l'écologie qui soit compatible avec une politique libérale, pas ultra-libérale, mais enfin avec une politique qui ne nie pas, qui n'est pas anticapitaliste et qui ne nie pas la nécessité d'un marché libre. Et donc je ne comprends pas pourquoi la droite se contente de parler de développement durable et de croissance verte. C'est des concepts extrêmement mous qui en vérité se confinent simplement à la décroissance molle. C'est ce qu'on fait dans la Convention climat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va par exemple emmerder les gens en leur disant vous ne pouvez pas prendre l'avion pour aller à Nantes ou à Lyon, ce qui sert absolument à rien. C'est même pas le millième du problème du réchauffement climatique. Donc ça n'a aucun sens. On va leur dire vous ne ferez pas de publicité pour les grosses voitures. C'est la même chose. Ça n'a aucun sens. Et encore une fois, c'est pas l'épaisseur du trait. Même si on rayait la France de la carte, ça ne changerait rien au réchauffement climatique. Donc on emmerde les gens absolument pour rien. Et la droite continue à défendre ces concepts de développement durable et de croissance verte qui sont, encore une fois, de la décroissance molle et qui n'ont aucun sens, aucun intérêt. Donc je voudrais vous montrer qu'on peut penser l'écologie complètement autrement sans être décroissant ni anticapitaliste. Quelques remarques, d'abord 3 minutes sur les 7 courants, et puis après je rentrerai dans celui qui m'intéresse le plus. Et peut-être je parlerai des 2 extrêmes, parce qu'ils se renvoient l'un à l'autre. Il y a d'abord le premier courant, donc il y en a 7. Premier courant, celui qui s'appelle effondriste ou catastrophiste ou collapsologie, les collapsologues. Il est représenté aujourd'hui par quelqu'un dont je ne partage pas les idées, mais pour qui j'ai une certaine estime. C'est Yves Cochet, notre ancien ministre de l'écologie, qui a écrit un livre intitulé en 2019, c'est très récent, qui est un livre très intéressant d'ailleurs, qui s'appelle « Devant l'effondrement ». La thèse, c'est aussi bien représenté par quelqu'un qui est très connu aujourd'hui, qui lui aussi vend des livres qui ont beaucoup de succès, et qui s'appelle Pablo Servigne. On a là affaire à des collapsologues, des gens qui annoncent la catastrophe. Que disent-ils? Ils disent en substance que ce n'est pas la peine de se fatiguer à faire de la décroissance, comme font les écologistes, les Verts habituellement. Ils prônent la décroissance, ça ne sert à rien, c'est trop tard. La catastrophe est absolument inévitable. Et donc, ce qu'il faut préparer, ce n'est pas le monde d'avant, c'est le monde d'après. Et donc, ce qu'écrit Yves Cochet, ce livre, c'est vraiment un merveilleux scénario de science-fiction. C'est très amusant à lire, sauf que c'est assez atroce, mais c'est très amusant à lire parce que c'est exactement comme les films Le jour d'après, où on décrit, après la catastrophe, comment on peut se réorganiser. Qu'est-ce que défendent ces catastrophistes, ces collapsologues? J'y reviendrai dans un instant, mais j'énumère d'abord, pour qu'on ne se perde pas, les 7 courants. Alors, le grand slogan d'Yves Cochet, c'est assez amusant, il dit « Ne vous alarmez pas, c'est trop tard, c'est la catastrophe ». Donc, ce n'est pas la peine de s'alarmer, de tirer la sonnette d'alarme. Donc, c'est son slogan, « Ne vous alarmez pas, c'est la catastrophe ». Et justement, il s'oppose aux alarmistes révolutionnaires, c'est le 2e courant, c'est-à-dire ceux qui sont les théoriciens de la décroissance, anticapitalistes, décroissants. Les grands représentants, c'est évidemment Aurélien Barraud. Il a écrit un livre qui s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires l'année dernière. Serge Latouche, Nicolas Hulot, pour citer quelqu'un que tout le monde connaît. Et au fond, ils sont évidemment anticapitalistes, ils sont pour la décroissance et ils sont pour ce qu'on appelle les low-tech, c'est-à-dire le retour aux technologies basses, c'est-à-dire le moulin à bras, le soc de charrue, et donc pour abandonner les technologies modernes et pour revenir au fond au terroir et à la vie comme on la connaissait au Moyen-Âge, parce qu'ils pensent que le développement industriel moderne est de toute façon ingérable et qu'il faut organiser cette décroissance. Alors, il y a des gens plus intelligents comme Jean-Marc Jancovici, par exemple, c'est plus compliqué. C'est un
un décroissant pro-nucléaire. Je ne peux pas rentrer dans les détails, sinon je serai encore là à minuit, mais en tout cas, ce courant, c'est celui des alarmistes révolutionnaires, puisqu'ils sont anticapitalistes, évidemment, d'abord, et même plus exactement antiproductivistes. Autrement dit, ils considèrent que le socialisme soviétique, c'est pas vraiment mieux du point de vue écologique. Tout ce qui est productiviste est catastrophique du point de vue écologique. Le troisième courant, c'est celui des alarmistes réformistes, autrement dit, développement durable et croissance verte. Alors ça, c'est l'écologie des chefs d'entreprise, c'est l'écologie de Macron, c'est l'écologie des gouvernements. Autrement dit, c'est des gens qui vous vendent un petit peu de décroissance, on va faire un peu attention, on va être un peu plus dans la frugalité, mais enfin, c'est très mou, c'est très modéré, mais ça ne change pas grand-chose. Encore une fois, on ne touche pas à l'épaisseur du trait, donc je n'y crois pas beaucoup, et ça ne m'intéresse pas beaucoup, c'est ce que fait la Convention climat aujourd'hui, en gros, c'est à peu près ça. Donc on emmerde un peu les gens, mais ça sert vraiment à rien, quoi. Donc on est le cul entre deux chaises. Pardon pour la grossièreté de mes propos, mais allons-y carrément. Le quatrième courant, c'est celui de l'écoféminisme qui se développe beaucoup, en même temps que MeToo, Balance ton port, en même temps que le féminisme revient au premier plan. Là, il avait un peu disparu dans les années 80-90. Il revient très fort en s'associant à l'écologie avec cette idée, au fond, pour aller à l'essentiel, que la domination de la nature, des animaux et des femmes, elle a pour origine la même classe exploitante qui est celle du patriarcat blanc et capitaliste. Donc c'est un mouvement anticapitaliste, mais anti-blanc et anti-mâle blanc, anti-mec, si je puis dire. On a un cinquième courant qui est celui très, très présent aujourd'hui, on en parle beaucoup cette semaine à cause de ce qui se passe à Grenoble, à Sciences Po, c'est l'écologie décoloniale. L'écologie décoloniale, au fond, c'est la même chose que l'écoféminisme, sauf qu'on y rajoute les racisés. Il y a un livre de Françoise Vergès, par exemple, tout à fait intéressant, dans ce style d'écologie décoloniale, qui défend à la fois la même idée que l'écoféminisme, mais en y ajoutant le fait que ce patriarcat blanc et capitaliste est responsable de la colonisation, et donc à la fois de la catastrophe coloniale et de la catastrophe écologique. Vous trouvez ça, le représentant le plus connu, ou la représentante la plus connue de ce courant, mais les gens n'ont rien compris en France, parce qu'en gros, ils savent pas il y a très peu de gens qui savent ce que je suis en train de vous raconter là dans le détail, c'est Greta Thunberg, évidemment. Greta Thunberg ne cesse d'associer la question coloniale, la question des racisés et la question de l'écologie. Vous avez un sixième courant qui est celui du véganisme, je ne développe pas du tout, mais là aussi, c'est extrêmement intéressant sur le fond, parce qu'il y a tout un projet qui est celui de la viande cellulaire derrière, qui est extrêmement intéressant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je le laisse de côté. Et le septième courant, c'est celui dont je vous parlerai le plus si j'ai encore le temps, qui est le courant de l'écomodernisme, donc celui qui est représenté par Schellenberger, Michael Schellenberger. Pas seulement, il a évidemment des scientifiques avec lui, et qui s'associe à ce qu'on appelle l'économie circulaire, qui n'est pas simplement le recyclage bête, c'est pas simplement de trier les poubelles. Ça, c'est 1 milliard de fois plus profond que ça. Et je vous renvoie à un livre qui est assez génial, en dehors du manifeste éco-moderniste, qui est un livre d'un chimiste allemand qui s'appelle Braungart et d'un architecte américain qui s'appelle McDonough. Ça s'écrit en français McDonough. Et le livre s'appelle From Cradle to Cradle. Il s'appelle comme ça même en français, c'est-à-dire du berceau au berceau. C'est l'idée qu'on peut pratiquement tout recycler, et avec un slogan qui n'est pas du tout idiot, qui est « La nature n'a pas de poubelle ». Ce qui est assez vrai. Il n'y a pas de poubelle dans la nature, tout est recyclable. Et ils prennent un exemple qui est celui du cerisier, que j'aime beaucoup, c'est une allégorie. Le cerisier, il fabrique, si je puis dire, il produit beaucoup plus de cerises qu'on en a besoin, mais quand ça tombe par terre, ça enrichit le sol. Quand les cerises pourrissent, ça nourrit les mulots, ça nourrit les insectes, ça nourrit les humains, et c'est le contraire de la décroissance comme allégorie, parce que c'est généreux, c'est pas une écologie punitive, c'est une écologie de la générosité, de l'intelligence, plutôt que de la morale et de la punition. Alors, je vous dis quand même quelques mots des collapsologues, parce que ça grimpe aujourd'hui considérablement, ça prend beaucoup d'importance, et puis Yves Cochet, et voilà, Pablo Servigne vendent des livres, et puis c'est un mouvement international, c'est pas simplement français. Ce mouvement effondriste, c'est assez intéressant, parce que j'ai eu un débat avec Yves Cochet, et je lui demandais
j'ai le texte sous les yeux, ça a été publié chez Odile Jacob, et je lui demandais, mais comment fais-tu pour vendre la décroissance? Parce qu'on parlait de la décroissance. Il me dit, c'est invendable. Sur les 193 pays de l'ONU aujourd'hui, il n'y en a pas un qui vend la décroissance. Il n'y en a pas un. Tout le monde, en sortant de la crise de Covid, tout le monde veut de la croissance parce que la croissance, c'est le retour à l'emploi, c'est la fin de la misère. La décroissance, c'est la catastrophe sur le plan du niveau de vie, sur le plan du chômage. Et donc, il n'y a pas un seul pays au monde, il faut quand même le savoir, qui demande la décroissance. Pas un. C'est quand même un vrai obstacle, malgré tout. Et donc, ce que me disait Yves Cochet, il disait, mais c'est pas du tout comme ça que ça va fonctionner. La décroissance est invendable. Je ne peux pas me présenter à une élection en disant, je vais vous vendre de la décroissance. Personne n'en veut. Personne. Il n'y a pas un gouvernement au monde qui en veut. Donc, ce que me disait Yves Cochet déjà, c'était il y a une dizaine d'années, il me disait, la vérité, c'est que le seul moyen d'arriver à la décroissance, c'est après la catastrophe. Il faut qu'il y ait une catastrophe d'abord, et ensuite on organisera la décroissance. Et alors, c'est l'origine de la collapsologie. Et il écrit ça, par exemple. C'est la réponse qu'il me fait, donc que j'ai retranscrite là. Mon ami Jean Gadret, un économiste qui a écrit un livre sur la fin de la croissance, imagine que l'on pourra projeter un modèle de décroissance joyeuse et de sobriété prospère qui donnera envie aux gens d'adhérer au projet. On promouvra ainsi les biens immatériels, l'amour, Mozart, plutôt que les biens matériels. C'est un projet sympathique, mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent en politique. Il faut qu'il y ait un désordre social, pour ne pas dire un chaos ou une guerre civile, pour que se produise un sursaut. Je crois à la théorie du sursaut, car aucune population ne se laisse mourir en se disant que c'est la fin du monde. Apparaîtront peut-être alors des leaders, des gens avertis et déterminés. Cela peut aussi malheureusement se passer du côté de l'extrême droite. Ce qui me paraît en tout cas certain, c'est qu'un bouleversement politique se produira dans les 10 années qui viennent. Voilà. Et il y a un certain nombre de critiques de ces catastrophistes, collapsologues, notamment mon camarade Jean-Pierre Dupuis, qui dit « Mais vous désespérez tous les Billancourt, puisqu'il n'y a rien à faire et que la catastrophe est si inévitable, votre point de vue est désespérant. » C'est pas une bonne critique, parce que ce que dit Cochet, c'est que de toute façon, comme la décroissance est invendable et que personne n'en veut, la catastrophe, elle se profile à l'horizon. Et que dit-il sur la catastrophe? Et là, écoutez bien ça, parce que c'est l'opposé absolu de l'écomodernisme. Mais en même temps, au moins, c'est cohérent. C'est pas idiot. C'est peut-être délirant, mais c'est pas idiot. C'est pas la même chose. Je pense que c'est totalement délirant, mais que c'est extrêmement intelligent, contrairement à la décroissance, qui, je trouve, assez bête en vérité. Et ce que dit Yves Cochet, je vais quand même vous lire le texte, parce que franchement, écoutez bien. Et ça, vous avez aujourd'hui des millions de gens qui pensent ça, comme Pablo Servigne, par exemple. Hein ? Écoutez bien. L'effondrement de la société mondialisée est possible dès 2020. On est en 2021. Il écrit ça en 2019, dans son livre « Devant l'effondrement ». L'effondrement de la société mondialisée est possible dès 2020, probable en 2025, certain en 2030. Il entraînera 4 milliards de morts. On est 8 milliards aujourd'hui. La moitié de la population humaine disparaîtra. Dans 10 ans, dans 20 ans. Écoutez bien la suite. La période 2020-2050 sera donc la plus bouleversante qu'aura jamais connue l'humanité en si peu de temps. À quelques années près, elle se composera de 3 étapes successives. 1. La fin du monde tel que nous le connaissons, entre 2020 et 2030. 2. L'intervalle de survie. Vous savez, après la catastrophe, vous avez les gens qui, comme dans les films post-catastrophe, où les gens se baladent dans les maisons où tout le monde est mort pour essayer de trouver des boîtes de conserve et quelques bricoles pour continuer à bouffer et à se déplacer en espérant trouver d'autres colonies. Donc l'intervalle de survie, 2030-2040. Et le début de la Renaissance, 2040-2050. Vous voyez ? Donc en 30 ans, on aura perdu 4 milliards d'individus sur la planète. Et ce que décrit le livre d'Yves Cochet, qui était extrêmement passionnant de ce point de vue-là, même si, encore une fois, je pense que c'est totalement délirant, mais ce qu'il décrit, c'est comment on va revivre après la catastrophe. Comment on va revivre. Et alors, évidemment, là, on retrouve toute une vision post-apocalyptique où on organisera la vie politique sous forme de biorégions.
de biopolitique enracinée dans le terroir. S'il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus d'essence. Donc il n'y aura plus de mobilité, il n'y aura plus de bagnole, il n'y aura plus d'avion, il n'y aura plus de train. Et donc on sera évidemment dans le localisme absolu, pour ne pas dire dans le terroir absolu, et on aura des petites organisations biopolitiques. Pourquoi biopolitiques? Parce qu'elles seront rivées au terroir, à la biologie, aux aliments qui sont là. Et donc il faudra organiser le rationnement, évidemment, parce qu'il n'y aura quasiment plus rien d'autre que... Et là, on sera obligé de revenir au low-tech, parce qu'on sera obligé d'organiser la vie avec des instruments agraires, avec des moyens de locomotion. Le moyen de locomotion, ce sera le cheval ou ce sera l'âne, mais il n'y aura pas autre chose, avec des nourritures qui seront absolument locales, donc plus de vin, plus de café, plus de chocolat, tout ça aura évidemment disparu. Et donc il décrit très très dans le détail ce monde d'après, en expliquant que, notamment en répondant à Jean-Pierre Dupuis, à ceux qui disent vous désespérez le militantisme écologique, en disant mais ça sert à rien de militer puisque la catastrophe est absolument inévitable, et c'est pas du tout par défaitisme, mais moi ce que j'organise, dit Cochet, c'est le monde d'après, c'est pas le monde d'avant puisque ça sert plus à rien. Et d'une certaine manière, c'est assez raisonnable, parce que les décroissants, les théoriciens de la décroissance, les Serge Latouche, les Nicolas Hulot, les Aurélien Barraud, ils ne comprennent pas que de toute façon, personne n'en veut de leur truc. À aucun moment. Donc de toute façon, ce que dit Yves Cochet, c'est qu'il dit « mais même si vous aviez raison, vous auriez tort ». Vous voyez l'argument. Et donc... c'est assez intéressant de voir comment les décroissants, ce que proposent les décroissants. Serge Latouche, par exemple, j'ai des textes sous les yeux, mais je ne veux pas parler trop longtemps, donc si ça vous intéresse, ce n'est pas pour vendre mon livre, ça ne me rapportera rien, mais je cite énormément dans mon livre, parce que c'est tellement délirant par moment que si on n'a pas les textes, on n'y croit pas, quoi. Et donc, par exemple, Serge Latouche, il propose carrément de revenir au niveau de vie des années 50. Le niveau de vie des années 50, il faut quand même rappeler que le niveau de vie des Français a été multiplié par 3, le vrai niveau de vie, le vrai pouvoir d'achat multiplié par 3 depuis 1950. Imaginez la tranche des Gilets jaunes si vous annoncez une diminution du pouvoir d'achat, division par 3 du pouvoir d'achat. Non, je crois vous faites sauter 12 gouvernements dans le quart d'heure. Bon, ça n'a aucun sens. Bon. La réduction de la population. Là, je vous lis quand même quelques textes parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Ça, c'est le grand problème des décroissants, hein, depuis Paul Ehrlich, un immense délirant, en 1968, qui écrit ce livre qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires, La bombe P, la bombe population. Et donc, il s'agit de réduire la population de manière, comme vous allez voir, assez drastique. Hein. Cousteau, un entretien qu'il accorde d'ailleurs à 2 de mes amis, à l'époque, les Mahmoud Hussein, c'était les 2 directeurs du courrier de l'UNESCO. Écoutez le texte de Cousteau, parce que c'est extraordinaire ce qu'on arrive à dire. L'élimination des virus relève d'une idée noble, répond Cousteau, parce que les types, les 2 journalistes qui dirigeaient le courrier de l'UNESCO lui demandent « mais bon, quand même, c'est bien l'écologie, mais est-ce qu'il ne faut pas éradiquer quelques moustiques qui nous filent des maladies ?» Non, non. L'élimination des virus relève d'une idée noble, mais elle pose à son tour d'énormes problèmes. J'avais discuté de cette question avec le directeur de l'Académie des sciences en Égypte. Il m'a dit que les scientifiques étaient épouvantés à l'idée qu'en l'an 2080, la population de l'Égypte puisse atteindre 250 millions de personnes. Nous voulons éliminer les souffrances, les maladies. L'idée est belle, mais n'est peut-être pas tout à fait bénéfique sur le long terme. Il est à craindre que l'on ne compromette ainsi l'avenir de notre espèce. C'est terrible à dire, alors écoutez bien, en effet c'est un peu terrible, c'est terrible à dire, il faut que la population mondiale se stabilise et pour cela il faudrait éliminer 350 000 hommes par jour. Ça me fait rire toujours. Et puis dans le même genre, la même période, les théoriciens de la bombe P, par exemple William Aiken, qui est un des grands deep ecologistes de l'époque, un disciple de Lovelock, l'hypothèse Gaïa, si ça vous dit quelque chose, déclarait que, je le cite, « Une mortalité humaine massive serait une très bonne chose. Il est de notre devoir de la provoquer. C'est le devoir de notre espèce vis-à-vis de notre milieu d'éliminer 90% de nos effectifs. » Donc évidemment, vous imaginez que si un gouvernement, si l'ami Macron annonçait on va supprimer 90% de la population mondiale, je pense qu'il ne serait pas réélu tout de suite. Mais alors, il ne faut pas croire que c'est simplement des grands délirants à l'époque, mais je parlais tout à l'heure de Jean Covici, qui est un décroissant pro-nucléaire, mais qui est un homme, un polytechnicien, pas idiot pour autant. Bon, c'est un homme intelligent, évidemment. Mais regardez ce qu'il écrit, et là je saute d'une vingtaine d'années pour voir comment ça se dit aujourd'hui.
et encore chez quelqu'un vraiment quand même assez, même très structuré intellectuellement. Écoutez ça. Cette année, un entretien qu'il accorde cette année à une revue qui s'appelle Socialitaire, dans les pays occidentaux, il y a un premier moyen de réguler la population de façon raisonnablement indolore, ne pas mettre tout en œuvre pour faire survivre les personnes âgées malades. J'adore ça parce que j'en fais partie. Par exemple, plus de greffe d'organes pour les personnes de plus de 65 ans. Comme j'en ai 70, c'est le genre de texte qui me reste un peu en travers du gosier. Ma maman a 96 ans, elle n'a absolument pas envie de crever. Donc si on arrête de soigner les plus de 65 ans, enfin, vous imaginez là aussi, vous imaginez Olivier Véran annonçant qu'on va arrêter de soigner les plus de 65 ans alors qu'on vaccine à tour de bras dans les EHPAD. Tout ça, et c'est juste, je vous cite ces textes simplement pour vous dire que Yves Cochet a raison. La décroissance est invendable. C'est ça que je voulais vous montrer en citant quelques-uns de ces textes. Voilà, baisse du pouvoir d'achat, mortalité humaine massive. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse vendre la décroissance aujourd'hui. Et par conséquent, je pense qu'il faut, si on n'est pas catastrophiste, effondriste à la Cochet ou à la Pablo Servigne, il faut défendre une autre idée. Voilà. Et l'autre idée, et c'est avec ça que je voudrais vous achever, si je puis dire, c'est l'écomodernisme et l'économie circulaire. Mais encore une fois, le recyclage, ça n'a rien de, comment dire, de banal. Leur idée du recyclage est grandiose, elle est géniale, elle est révolutionnaire en fait. Elle n'est pas anticapitaliste, mais elle est révolutionnaire. Ça n'a rien d'une banalité de trier les papiers, les je sais pas quoi, dans les poubelles à tri. C'est pas de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que c'est que le découplage ? Je ne vais pas parler trop longtemps, donc tant pis, je ne vous citerai pas les textes, mais je vous renvoie donc à ces deux œuvres, enfin, ou ces deux textes, le manifeste éco-moderniste écrit par Schellenberger, et puis ce livre From Cradle to Cradle, du berceau au berceau, écrit par ce chimiste et cet architecte allemand et américain. Quelle est l'idée de l'éco-modernisme ? En fait, c'est vraiment ces 3 ou 4 idées géniales et compatible avec le capitalisme. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi la droite ne s'empare pas de ce projet-là. Sauf que, si, je comprends pourquoi. Et là, c'est qu'il y a un problème de neurones. Et puis de travail, surtout. Mais il faut travailler, quoi. On ne peut pas aborder ces sujets sans travailler. On ne peut pas se contenter de dire on va faire de la croissance verte. Bon. La première idée que défend l'écomodernisme, c'est l'idée de découplage. Et je vous donne juste un exemple que donne d'ailleurs Michael Schellenberger. Il donne un exemple qui est très intéressant, c'est que vous savez qu'on est 8 milliards aujourd'hui sur la planète. On est 8 milliards d'individus sur la planète, enfin à 2 capis près. On est 8 milliards d'individus et, comment dire, écoutez bien, c'est très intéressant. 4 milliards d'individus vivent déjà sur à peine 5% du territoire global du monde. La première idée de l'écomodernisme, c'est l'idée de base, c'est que si on réussissait à faire vivre 8 milliards d'individus, mettons même simplement sur 10% ou même 15% de la planète en termes de territoire, le reste de la planète pourrait être retransformé en une formidable réserve de sauvage, de nature sauvage, et donc de reproduction de la biodiversité, de la biomasse et d'absorption des gaz à effet de serre. Si on pouvait faire vivre l'humanité entière sur 10% de la planète, 90% pourrait redevenir, encore une fois, une réserve sauvage. Alors évidemment, ça suppose une deuxième idée, c'est qu'on change complètement la politique de la ville. Et ce n'est pas pour rien que le livre From Cradle to Cradle est écrit par un architecte. Aujourd'hui, ce qu'ils expliquent de manière extrêmement intéressante, c'est que notre conception de la ville est complètement absurde. On a des milliards de kilomètres chaque année pour rien dans nos villes. Pourquoi ? Parce que, 1, on a un endroit où on habite. 2, on a l'endroit où on travaille. Ce n'est pas le même. Et souvent, c'est assez loin. 3, on a l'endroit où on fait ses courses. 4, on a l'endroit où les enfants vont à l'école. 5, on a l'endroit des divertissements, des cinémas, des théâtres, etc. Mais ce ne sont pas les mêmes. Et donc, il y a tout un projet, à mon avis, assez génial, qui a été inventé par un architecte colombien et qui s'appelle en anglais 5 Minute Cities, la cité, on dit en français la cité du quart d'heure. Aux États-Unis, ils sont plus optimistes, c'est la cité de 5 minutes. C'est-à-dire l'idée de rassembler tout ce dont on a besoin à un quart d'heure, à pied ou à vélo, de l'endroit où on habite. Voilà. Et ça peut se faire évidemment
Parce que l'objection, on dit, sur des villes nouvelles, on pourrait structurer ça, mais sur des villes anciennes comme Paris, par exemple, comment on va faire? Bon, en fait, on peut très bien le faire parce que si on considère qu'il y a des bâtiments qui ne sont pas utilisés. Par exemple, les boîtes de nuit ne sont pas utilisées dans la journée, ou les lycées ne sont pas utilisés la nuit, par exemple. Donc, on pourrait très bien réorganiser la ville de telle sorte qu'on réduise considérablement ce milliard de kilomètres de voitures, de métros, de bus extraordinairement polluants, fatigants, si on réorganisait la ville autrement. Et évidemment, c'est lié à l'idée de découplage. Si on veut découpler entre les activités humaines qui détruisent la nature et puis une réserve sauvage immense de reconstruction de biomasse et de biodiversité, il faut réorganiser la ville tout à fait autrement, sinon ce n'est pas jouable. Troisième élément, il faut évidemment, dans ce cas-là, en finir avec l'idée des low-tech. Seuls les high-tech peuvent nous sortir de la difficulté dans laquelle nous sommes sur le plan environnemental. Et ce qu'écrit très bien Schellenberger dans ce manifeste, c'est qu'il a raison, il n'existe aucun scénario crédible qui nous sortent du réchauffement climatique sans passer par des high-tech, sans passer par des technologies hyper modernes. Notamment, évidemment, moi, quand j'étais ministre de la Recherche, je m'en étais beaucoup occupé, le projet ITER, la fusion nucléaire. Quand on aura la fusion nucléaire, ce qui très certainement arrivera d'ici 2040-2050, on aura de quoi fournir l'énergie de toute l'industrie mondiale pour des millions d'années sans aucune espèce de pollution, sans aucun effet de réchauffement climatique. Supprimer Fessenheim est la plus grande absurdité qu'on puisse faire sur le plan écologique. Et donc là, on a affaire à des militants qui sont... Schellenberger, vraiment, il a été élu en 2008 héros de l'écologie à la une de Times, mais on a vraiment affaire à des militants écologistes. Ce n'est pas du tout des anti-écolos, c'est des écologistes militants vraiment fascinés par la question de l'écologie. Mais évidemment, ce qu'ils disent, c'est que sans des technologies hyper performantes, autrement dit sans capitalisme, parce que ce que Schumpeter a montré, c'est que sans capitalisme, il n'y a pas d'innovation. La logique du capitalisme, c'est la logique de l'innovation. Il n'y a aucun autre système ne permet l'innovation autre que le système capitaliste. Et donc, sans les high-tech, sans des technologies hyper performantes, notamment le nucléaire, on n'arrivera jamais à résoudre le problème climatique. Vous voyez comment ça fonctionne? Le troisième, la quatrième idée, c'est justement le recyclage. Et dans le livre de Braungart et McDonough, ils font une différence qui est extrêmement intéressante entre le sous-cyclage et le surcyclage. Nous, ce qu'on fait quand on trie les poubelles, c'est rien, c'est que dalle, c'est idiot. C'est pas ça qui compte. On nous a mis ça dans la tête, mais ça sert à peu près à rien. Ce qu'ils disent, c'est qu'il faut concevoir tous les produits industriels, par exemple les bagnoles, de telle sorte que c'est au moment même de la conception et de la construction, ces produits industriels soient désassemblables en fin de parcours. Je vous donne juste un exemple, mais ils en donnent 50, le livre est passionnant. Je vous donne juste un exemple. Dans les voitures aujourd'hui, il y a 5 aciers différents. Moi, je suis un passionné de voitures. Mon père fabriquait des voitures de course. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc je regarde ça de près. Vous avez 5 types d'aciers différents dans une voiture aujourd'hui. Ce qu'on fait dans le recyclage actuel, c'est qu'on mélange ces aciers. Au bout de 3 recyclages, ça ne sert plus à rien. C'est inutilisable. Si on fabriquait les voitures de telle sorte que ces aciers soient désassemblables en fin de parcours, mettons quand elles ont 100 000 km, et on pourrait là passer de la propriété à l'usage, au passage c'est encore une autre conception de l'économie, on passe de la propriété à l'usage, alors on pourrait désassembler en fin de parcours, et du coup, voyez l'idée, non seulement on pourrait faire des économies sur le plan environnemental, mais on pourrait faire des économies sur le plan financier qui sont absolument considérables. Ils estiment que c'est plusieurs milliards de dollars qui seraient gagnés par l'industrie automobile chaque année si on concevait les voitures de manière à être désassemblées en fin de parcours. Et peut-être le dernier point, moi, ça m'intéresse beaucoup, c'est justement, et c'est pour ça que je vous parlais des profits financiers qu'on peut faire en recyclant, en appliquant l'écomodernisme. Ça veut dire qu'on sort complètement de l'écologie morale et punitive, qui vous dira ce que vous faites c'est très très mal, c'est pas bien, on va vous punir, vous prendrez plus l'avion, vous ferez plus de publicité, vous achèterez pas de bagnole, etc. Bon, on va sortir de l'écologie punitive de la décroissance, et au fond, c'est une écologie qui repose simplement sur l'intelligence, pas sur la morale. C'est tout à fait une vision du monde différente. Il suffit d'être intelligent pour faire ça.
Et c'est peut-être le point pessimiste, si je puis dire, parce qu'il faut compter sur l'intelligence des politiques, ce qui n'est pas gagné. Mais si on est intelligent, comme disait Kant dans un texte que j'ai traduit quand j'étais jeune, dans la Pléiade, même un peuple de démons pourrait construire un monde intelligent pourvu qu'il soit doué précisément de raison. Et donc là, on n'a pas besoin d'une écologie morale, on n'a pas besoin de stigmatiser les chefs d'entreprise, leur dire « vous êtes des salauds, vous polluez le monde ». Non, il faut leur proposer un projet qui soit un projet dans lequel ils vont gagner de l'argent en étant dépolluants, si je peux dire. Et on aura du coup une croissance infinie dans un monde fini, mais une croissance qui sera dépolluante sur le modèle du cerisier. C'est ça l'idée. C'est ce qu'ils appellent la fin des produits crétins, c'est-à-dire il faudrait idéalement que nos produits industriels soient conçus non seulement pour être désassemblés, mais pour être conçus de telle manière que quand ils tombent dans la nature, par exemple quand on a fait un pique-nique, au lieu de laisser des canettes, des papiers gras et des papiers d'aluminium qui sont polluants et qui ne vont pas s'intégrer dans la terre, sur le modèle du cerisier, si nos produits étaient conçus de manière intelligente, même en les laissant sur le sol, ils enrichiraient le sol. Sur le modèle, encore une fois, du cerisier, dont les cerises qui tombent par terre ne polluent pas, mais au contraire fécondent le sol. Je vais très vite, je suis désolé, mais il faut que vous lisiez ça, parce que je peux pas... Voilà, je raconte ça dans mon livre, j'ai beaucoup de citations, comme je vous le disais tout à l'heure, mais il est évident qu'en une demi-heure, je peux pas donner toutes ces chances à ce projet écomoderniste, mais vraiment, ça vaut la peine, c'est vraiment génial. Et en plus, c'est des gens qui sont, comment dire, qui ont énormément travaillé pour proposer des solutions concrètes. Il y a des 1000 exemples concrets de ce qu'on pourrait faire avec ce projet écomoderniste et d'économie circulaire. Je termine, mais juste quand même pour que vous compreniez pourquoi on est aujourd'hui... La vague verte n'a pas eu lieu, c'est pas vrai. La vague verte, mais ce qui est vrai quand même, c'est qu'une dizaine de grandes villes sont maintenant sous l'égide des écologistes. À mon avis, c'est pas un cadeau. Les mecs qui suppriment le sapin et tout ça. Bon, les budgets genrés, ça me fait hurler de rire. Bon, mais enfin, bon, voilà. En tout cas, même si du point de vue strictement électoral, il n'y a pas eu de vague verte, reste quand même que dans l'imaginaire et en apparence, il y a une vague verte et que de toute façon, l'écologie politique, les questions environnementales seront au cœur du cœur de la prochaine campagne électorale. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Donc on a intérêt à comprendre pourquoi. Il y a deux raisons, et je m'arrêterai avec ça, pour lesquelles l'écologie est devenue, au fond, la nouvelle religion de salut terrestre aujourd'hui. Et il y a des raisons de fond. La première raison, c'est le vide intersidéral dans lequel nous sommes plongés dans nos sociétés démocratiques. Les deux grandes religions qui donnaient du sens à la vie se sont effondrées en moins de 50 ans. La religion de salut terrestre, le communisme, et la religion de salut céleste, le catholicisme, pour aller à l'essentiel. Et je vous donne les chiffres parce que c'est fascinant. Le communisme, quand j'étais gamin, en France, il est monté pratiquement autour de 25%. Il est à 2% aujourd'hui, au niveau du parti animaliste. Quant au catholicisme, c'est encore beaucoup plus fascinant parce que quand j'étais gamin, 90% des Français étaient catholiques. Il en reste 40% aujourd'hui. Et ils ne croient plus à grand-chose, ni à la virginité de la Vierge, ni à la résurrection de Lazare, ce qui est quand même embêtant. Et je vous donne quelques chiffres. Aujourd'hui, 4% des catholiques vont à la messe le dimanche, à chaque dimanche. Ils étaient 30% en 1950 et 15% en 1980 encore. 95% des Français étaient baptisés en 1950, y compris les communistes, parce qu'on ne sait jamais. Mieux vaut prendre une assurance, on ne sait jamais. Si jamais le petit Jésus avait raison, il vaut mieux être vacciné. Bon, lapsus, baptisé. Ils étaient 95% en 1950, ils sont 30% aujourd'hui. Il y avait 45 000 prêtres en France en 1960, il en reste 5 000 aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Et donc le déclin des deux religions, la religion de salut terrestre et la religion de salut céleste, est tel que la nature ayant horreur du vide, avec la religion de la nature, on retrouve tous les ingrédients du perspectivisme, comme disait Nietzsche, du perspectivisme religieux, avec la possibilité du militantisme, avec la possibilité d'engueuler tout le monde, de sacrifier à la limite, sinon sa vie, du moins son temps. Comme disait Lippietz a écrit un livre qui s'appelait Vert Espérance. Vous savez peut-être Lippietz, qui a été un des députés européens verts, et qui a été d'ailleurs, je crois, candidat à la présidence de la République, lui aussi. En tout cas, ça a été un des grands militants du Parti des Verts. Lippietz écrit un livre qui commence par cette phrase qui m'a toujours... Il était maoïste avant. Il dit « Je suis arrivé au vert par le rouge.
Autrement dit, le maoïsme, qui a quand même fait 70 millions de morts, il y a un moment où, même avec un QI de bulot, il fallait bien se séparer du maoïsme, donc il était plus crédible, enfin c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je suis arrivé au vert par le rouge. Pour continuer la lutte contre les sociétés démocratico-libérales, il fallait passer du maoïsme à l'écologie. C'était ça, au fond. On retrouvait une nouvelle religion, voyez. Et ça, chez Greta Thunberg, vous avez ça en permanence, c'est une prêtresse laïque. Et puis la deuxième raison, elle est beaucoup plus profonde, et à mon avis, c'est la clé de compréhension du monde d'aujourd'hui. C'est la clé de compréhension la plus puissante du monde d'aujourd'hui, à mes yeux en tout cas. On a vécu, entre les années 70 et aujourd'hui, on a vécu une séquence à 3 termes qui explique pourquoi l'écologie est devenue absolument fondamentale dans le monde occidental aujourd'hui. 1, la déconstruction des valeurs traditionnelles. Il y avait 6 millions de paysans dans la France de mon enfance en 1950. Il reste 300 000 exploitations agricoles aujourd'hui. Ils représentaient le monde de la tradition. On a déconstruit la tonalité en musique avec Schoenberg, on a déconstruit la figuration en peinture avec Picasso et Kandinsky, on a déconstruit les règles traditionnelles du théâtre, du cinéma, le nouveau roman, du roman. On a déconstruit les valeurs et les autorités traditionnelles, et cette déconstruction, du coup, effondrement du catholicisme et du communisme, c'est lié à ça. Déconstruction schumpeterienne, c'est pas Danny Cohn-Bendit qui a déconstruit ça, c'est le capitalisme. Le capitalisme, il innove et il rompt avec la tradition. Et donc, qu'est-ce qui reste à la place? Deuxième élément de cette séquence à 3 temps, le souci de soi. On a tous un nombril, et on y tient beaucoup. Quand il n'y a plus de grandes causes transcendantes, quand il n'y a plus de grandes religions, on s'occupe de son bidon, de son nombril, de soi-même. Le souci de soi, comme dit Foucault. Et du coup, si on n'a plus de grande transcendance, plus de religion terrestre ou céleste, et qu'on a le souci de soi, alors évidemment, la santé, le bien-être, le bonheur, Frédéric Lenoir, Christophe André, les idéologies du bonheur, la psychologie positive, tout ça se développe de manière exponentielle. Santé, bien-être, bonheur, donc aussi écologie, évidemment. Ça va avec, c'est lié à cette nouvelle configuration où, quand on n'a plus de grande eschatologie, de grande transcendance, de valeurs supérieures extérieures à la vie, eh bien, le souci de soi devient universel, si je puis dire. L'individualisme démocratique devient absolument dominant. Et dans ces conditions, le bien-être, la santé, l'écologie, ça devient essentiel. C'est la différence entre la grippe de Hong Kong et 68 et celle d'aujourd'hui, et le coronavirus d'aujourd'hui, la Covid d'aujourd'hui. En 68, il y a 35 000 morts en France, mais il n'y avait que 50 millions de Français, donc c'était quand même déjà beaucoup. On ne ferme rien. Aujourd'hui, on ferme tout. On a 2 confinements. On va probablement en avoir un 3e, sauf si vraiment on ne veut pas. Mais enfin, dans ce cas, il y aura vraiment beaucoup de morts. On est à 90 000 aujourd'hui en France. Bon, 90 000 morts. Et donc, on confine parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a mis malgré tout la santé et la vie au-dessus de l'argent et de l'économie. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais c'est lié à cette séquence à 3 termes: déconstruction, souci de soi, bien-être. Donc, santé, écologie, bonheur. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais si on veut être sérieux, et je pense qu'il faut l'être sur ces questions, il faut absolument, en tout cas c'est la proposition que je fais dans mon livre, il faut abandonner le catastrophisme et la décroissance. La croissance verte mollassonne, laissez ça aux chefs d'entreprise et à nos gouvernants. Et il faut rentrer dans cette logique qui est celle de l'écomodernisme et de l'économie circulaire, qui est vraiment une logique géniale et qui est le seul moyen d'accorder la société démocratique et le libéralisme économique en fait partie, avec la protection de l'environnement. Merci de votre attention. Et voilà. Et vous pourrez trouver mon livre dans toutes les bonnes pharmacies d'ici peu. Merci Luc, merci d'avoir montré que, bien évidemment, une politique écologique est compatible, doit être compatible avec la croissance économique et avec notre démocratie libérale, parce que ça n'aurait aucun sens, en tout cas pour nous, de nous débarrasser de l'économie de marché et de la démocratie libérale. La décroissance, c'est quand même une espèce de paresse intellectuelle. Enfin, dire qu'on va tout faire moins pour polluer moins, c'est quand même le degré zéro de la réflexion intellectuelle. Et je pense que ça n'est pas ce qu'on nous demande, et ça n'est pas ce qu'on nous demande au pouvoir politique. Je pense qu'on nous demande d'aller un cran plus loin et de réfléchir à la façon de mener une politique écologique dans un cadre qui est le cadre dans lequel nous souhaitons vivre. Voilà. Merci à tous. Merci encore, Monsieur le maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier, pour ton accueil, pour cette première partie de la 3e édition des Rencontres de l'avenir. La 2e partie, ce sera à la fin du mois de novembre. Comme chaque année, nous serons tous vaccinés. Enfin, j'imagine, j'espère en tout cas.
Et nous pourrons nous retrouver avec le public, des milliers de personnes, comme à chaque fois. Ce sera une édition extrêmement particulière. Ce sera vraiment une grande fête. D'ailleurs, je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'elle sera un peu plus longue que d'habitude parce qu'on a encore plus besoin de réfléchir, de se projeter, de se voir. Donc, je serai très heureux de vous recevoir à nouveau dans ce Palais des Congrès à la fin du mois de novembre. Je remercie évidemment tous ceux qui ont permis, dans des circonstances incroyablement adverses, de faire en sorte que cette journée soit un succès, les intervenants, mais aussi Constance, qui est ma collaboratrice, et puis bien évidemment les équipes de Saint-Raphaël, les équipes de la municipalité, du Palais des Congrès, avec une mention toute spéciale à Théo Tiapéro, qui a fait un travail d'une précision remarquable, avec un sens du détail absolument remarquable. Et nous, c'est ce dont on a besoin, parce que nous, on n'a pas de petites ambitions, on n'aime pas la décroissance. On veut faire toujours mieux, toujours plus haut, on veut faire des choses exceptionnelles. Pour faire des choses exceptionnelles, on a besoin de gens qui ont des qualités de rigueur exceptionnelles. Voilà, c'est ce qu'on trouve ici. Bon week-end, portez-vous bien. Je pense qu'on est sur la bonne voie. On vient de passer une année effroyable, très difficile. Mais grâce au vaccin, grâce à la science, grâce à l'innovation, on est en train d'en sortir. Voilà, rendez-vous fin novembre. Merci à toi. Merci à toi, mon ami.